Le soir du 29 janvier 2017, Alexandre Bissonnette est entré dans la Grande Mosquée de Québec armé d'une carabine semi-automatique et d'un pistolet, et il a fait feu en direction des fidèles. Il a tué 6 personnes et en a blessé grièvement 5 autres. Au procès, il a plaidé coupable à toutes les accusations pesant contre lui, notamment 6 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. La peine prévue au Canada en cas de meurtre au premier degré est l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Lorsqu'une personne est déclarée coupable de multiples meurtres au premier degré, cette période d'inadmissibilité de 25 ans s'applique à l'égard de chacun des meurtres. Normalement, le contrevenant purge chacune de ces peines en même temps, concurremment donc, mais au procès, le procureur de la Couronne a demandé au juge d'appliquer l'article 745.51 du Code criminel qui permet que les périodes d'inadmissibilité à la libération conditionnelle pour chaque condamnation pour meurtre soient purgées l'une à la suite de l'autre, consécutivement donc. L'application de cette disposition aurait fait en sorte que le contrevenant aurait été condamné à 6 périodes consécutives d'inadmissibilité à la libération conditionnelle de 25 ans, pour un total donc de 150 ans. Toutefois, le procureur du contrevenant a plaidé que cette disposition est inconstitutionnelle. Le juge du procès lui a donné raison et a condamné le contrevenant à 5 périodes d'emprisonnement de 25 ans à être purgées concurremment, ainsi qu'à une période de 15 ans à l'égard du 6e meurtre au premier degré à être purgé consécutivement, pour une période totale donc d'inadmissibilité à la libération conditionnelle de 40 ans. Le contrevenant a porté cette cause en appel devant la Cour d'appel du Québec. Celle-ci a conclu à l'inconstitutionnalité de la disposition, mais a ordonné que le contrevenant purge les 6 peines concurremment pour une période totale d'inadmissibilité de 25 ans. La Couronne a alors interjeté appel à la Cour suprême du Canada. Et la Cour suprême a rejeté l'appel. Rédigeant la décision unanime de la Cour suprême, le juge en chef Richard Wagner a affirmé que l'article 745.51 du Code criminel viole l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés d'une manière qui ne peut se justifier dans le cadre d'une société libre et démocratique. L'article 12 de la Charte garantit à chacun le droit de ne pas se voir infliger de peines cruelles et inusitées. Cette disposition a pour objet de protéger la dignité humaine et d'assurer le respect de la valeur inhérente à chaque personne. En cas de meurtre multiple, l'article 745.51 du Code criminel permet au tribunal d'infliger une peine d'emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle avant 50, 75, 100 ou même 150 ans. Cette disposition, et je cite, autorise le tribunal à ordonner à un contrevenant de purger un temps d'épreuve qui dépasse l'espérance de vie de toute personne humaine, une peine dont l'absurdité est de nature à déconsidérer l'administration de la justice, a écrit le juge en chef. Une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité réaliste de libération conditionnelle présuppose que le contrevenant est irrécupérable et que sa réhabilitation est impossible. Cette peine est dégradante et incompatible avec la dignité humaine. Elle constitue une peine cruelle et inusitée. Je cite encore, en retirant à l'avance au contrevenant toute possibilité de réintégrer la société, l'article 745.51 ébranle les fondements mêmes du droit criminel canadien. Vu cette conclusion, le juge en chef a déclaré l'article 745.51 invalide à partir de la date de son adoption en 2011. En conséquence, le droit qui s'appliquait avant cette date continue de s'appliquer. Cela signifie que le contrevenant doit purger une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pendant une période totale de 25 ans. Pour discuter de cette cause extrêmement intéressante et de l'arrêt, bien sûr, rendu par la Cour suprême du Canada, je vous présente mes 2 invités ce matin. Maître Maude Payette est procureure en chef adjointe responsable de l'équipe des appels du bureau du DPCP à Montréal. Maître Payette, bonjour. Bonjour. Content de vous accueillir. Merci. Et à ses côtés, Maître Walid Ijazi, qui est... En fait, il a travaillé au Bureau des affaires criminelles et pénales de l'aide juridique, puis en pratique privée depuis plusieurs années maintenant.
a déjà été, je le signale d'ailleurs, avocat de l'année en droit criminel. C'est un prix qui était décerné par le jeune barreau de Montréal. Oui, quand j'étais jeune, là, ça passe vite, c'est il y a longtemps. Il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, je vous ai devant moi et des gens qui regardent nos portions vidéo verront que vous n'êtes pas vieux du tout. Au contraire. Alors, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Voilà une cause d'abord et puis un arrêt dont on a abondamment parlé. C'est moins qu'on puisse dire. Oui. Il faut dire que le crime était particulièrement odieux, les crimes, et chez les citoyens, les personnalités politiques, tout le monde a eu son opinion et a tenu à l'exprimer avant le procès, bien sûr, pendant et après, bien sûr, au moment du rendu de la sentence. D'où l'intérêt de cet arrêt pour la Cour suprême du Canada. Est-ce qu'on peut dire que c'est un cas de test pour un principe qui était peut-être pas familier pour la plupart des gens, celui du cumul des peines possibles et de l'effet que ça peut avoir dans un cas concret. Là, on n'est pas dans la théorie. Il y avait eu plusieurs meurtres. Un coupable qui a reconnu sa responsabilité dans l'affaire, d'où la décision qui est venue. Alors, Maître Payette, est-ce qu'effectivement, ça c'est, j'allais dire, ce qui est peut-être la partie la plus intéressante et où on voit une décision importante de la Cour suprême du Canada sur cette histoire du cumul des peines? Effectivement. Donc, c'était la première fois que la Cour suprême se prononçait sur cet amendement du Code criminel, parce qu'avant, ce n'était donc pas possible de cumuler la période d'inadmissibilité de libération conditionnelle. Donc, effectivement, c'était très important, c'était attendu. Et c'était aussi important de se positionner au Canada, parce qu'il y avait certaines possibilités autres dans d'autres pays qui se faisaient. Là, c'était important de savoir comment le Canada allait se positionner là-dessus. Oui, et ça arrive à un moment où, effectivement, on a, et notamment chez nos voisins du Sud, ils sont plus proches de nous et souvent les informations circulent plus, où on a eu des cas assez extraordinaires, pour certains diront extravagants, de coupables condamnés à des peines de 2, 3, 4, 500 ans, à la limite, si on accumule chacune des causes pour lesquelles ils ont été trouvés coupables. Donc, il y avait quelque chose dans l'air du temps, et cette occasion-là qui était donnée à la Cour suprême est importante, à votre avis aussi. Oui, c'est un jugement extrêmement important. Au-delà du cumul des peines, c'est un jugement important sur la détermination de la peine en général, sur la notion de dignité humaine, parce que c'est au cœur du jugement, et l'importance de la réhabilitation, qui est la raison qui a amené la Cour suprême à invalider cet article. Est-ce qu'encore une fois, on se retrouve devant une situation où la loi dit une chose, celle qui avait été amendée, qui permettait donc au Canada un cumul, et les chartes des droits qui protègent la dignité des individus dans toutes sortes de circonstances, et notamment devant une peine que certains qualifieront de exagérément cruelle, qui dépasse la logique de l'attribution d'une peine, même dans son caractère pédagogique et tout ça. On est en zone sinon de conflit, en tout cas de frottement entre ces deux principes-là, Maître Payette. Effectivement, on est dans une démocratie. Il y a la séparation des pouvoirs ici. Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et puis le judiciaire. Et là, c'était une question donc dont le législateur avait donc amendé la loi, le Code criminel, et c'était de voir par les tribunaux comment ils allaient interpréter la charte en lien avec cet amendement-là. Donc c'est une des conversations les plus importantes qu'on a, je pense, dans une démocratie, cette conversation entre les différents pouvoir. Et là, c'était de voir comment la Cour suprême allait le voir, l'analyser avec ce pouvoir que le législateur a d'amender, de voter des lois, mais ensuite de la nécessité, le devoir et l'obligation de la Cour suprême de s'assurer que ces lois-là, dans le fond, sont en harmonie avec la Charte canadienne des droits et libertés. Oui, et qu'elles sont constitutionnelles aussi, dans plusieurs cas. Est-ce que, Maître Jazzy, si on faisait l'exercice, pour comprendre cette possibilité de conditionnelle de libération après une certaine période X, faut remonter aussi loin que le moment où, au Canada, on abolit la peine de mort. À partir de là, il faut, pour l'attribution des peines, essayer de créer un cadre qui soit à la fois respectueux des victimes, puis en même temps des droits à la réhabilitation, notamment, des accusés trouvés coupables. Alors, longue histoire courte, fut un temps où au Canada, un homicide, alors peu importe la façon d'avoir causé la mort, mais si elle est intentionnelle, donc un homicide, la peine était la peine de mort. Le droit évolue au Canada.
on a reformulé le crime de meurtre. Il y a meurtre au premier degré, donc le pire meurtre, celui qui est planifié à l'avance. Et il y a les autres meurtres, s'il est intentionnel, devient un meurtre au deuxième degré. Et on a aboli la peine de mort en 1976 pour instaurer l'emprisonnement à perpétuité. Et à l'époque de l'abolition, lorsqu'il y avait un débat sur ce qu'on abolit ou non, pour satisfaire ceux qui étaient en faveur de la peine de mort, le compromis politique, et la Cour suprême revient sur ce fait historique. Il parle d'un compromis politique où, à l'époque, pour satisfaire ceux qui voulaient maintenir la peine de mort, ça va être l'emprisonnement à perpétuité. Il n'y aura pas de possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Même si les études et la pratique dans d'autres pays du monde démontraient qu'après 15 ans, c'était suffisamment punitif. La personne ne constituait plus un danger pour la société et elle pouvait être libérée. On a dit, bon, on abolit la peine de mort. La coche en dessous, si on veut, ça va être maintenant prison à perpétuité. Hein? On va toujours être soumis à cette peine, mais il y a une possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Et à l'époque, on considérait que c'était beaucoup, là. Alors, on a vu que c'était une évolution importante du droit et du sort qu'on réservait à ceux ou celles qui avaient commis des crimes de cette nature-là. Sauf que les temps ont changé, on est rendu ailleurs et le principe qui était peut-être loin derrière de réhabilitation s'est imposé dans la société. On reconnaît de plus en plus que oui, on peut, après avoir subi sa peine, avoir compris la pédagogie derrière et le caractère dissuasif que la sentence a imposé. Donc, l'idée même pour beaucoup de gens, en tout cas, qu'on puisse se réhabiliter et réintégrer la société est une chose qui existe. Dans ce cas-ci, on a vu la société se diviser en deux, probablement peut-être de parties inégales, mais en deux, entre ceux qui croyaient que une condamnation à 25 ans, sans possibilité, à perpétuité, sans possibilité de libération avant 25 ans, c'était suffisant, et d'autres qui disaient, c'est pas possible. Après autant de crimes odieux, il faut que le cumul puisse s'imposer, s'exercer. Donc, ça obligeait la Cour suprême à prendre une position fondamentale sur cette question-là, devant ce type de crime en particulier. Effectivement. Donc, la question se posait sur des crimes multiples, donc des meurtres multiples. Et c'était aussi une question, il faut savoir que le législateur avait quand même adopté la loi en donnant un pouvoir discrétionnaire aux juges qui pouvaient ou non cumuler les peines, la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle. Ce n'était pas quelque chose qui était obligatoire s'il y avait plusieurs meurtres, mais c'était une possibilité. Et donc, le législateur avait quand même donné donc cet élément-là de pouvoir discrétionnaire. D'ailleurs, c'est ce qui a été plaidé par la poursuite pour indiquer que c'était pas une peine qui était cruelle et inusitée parce que justement, il y avait cette possibilité-là de ne pas pour toutes sortes de raisons, pour le contexte, de ne pas demander ou de ne pas imposer le cumul de ces périodes-là. Donc, effectivement, c'est une question qui se posait. C'est une question qui peut encore se poser parce que oui, il y a eu une décision, un arrêt de la Cour suprême, mais ça ne veut pas dire que par la suite, avec ça en main, le législateur ne pourrait pas essayer de changer autrement la loi. Mais donc, le débat n'est pas terminé pour toujours. C'est encore un discours entre les différents pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Donc, la porte n'est pas fermée à clé, pour reprendre une image carcérale, mais en même temps, la Cour suprême tranche de façon assez nette en disant ça serait injuste. Ça serait, et dans un cas comme celui-ci, plus d'un siècle de condamnation à cause du cumul. Ça enlève toute possibilité ou d'espoir de réhabilitation. C'est donc cruel, injustement. Quelle expression vous utilisez, Maître Guichazi? C'est l'expression de la charte, l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés nous protège contre ce qu'on appelle les peines cruelles et inusitées. Il y a deux catégories de peines cruelles et inusitées. Ce qu'on voit habituellement, les fois où l'article 12 est débattu à la Cour suprême, généralement, c'est en matière de peine minimale obligatoire. Alors, il y a une peine minimale d'emprisonnement minimale de 3 ans pour un crime commis avec un arme à feu, par exemple. Alors, ce qui est examiné, c'est est-ce que la peine, elle est disproportionnelle à la situation ou à une situation hypothétique, alors on regarde la longueur de la peine et on se dit, elle est
exagérément disproportionnelle. Ici, dans le cas de Bissonnette, la discussion était différente et c'était une des rares fois où la Cour élabore sur le concept juridique d'une peine cruelle par nature. Elle est intrinsèquement cruelle et inusitée. Elle est, dès le départ, contraire à la dignité humaine. J'aimerais citer une courte phrase de la Cour suprême qui explique parfaitement sa position et ce qui en était ici. Alors, le cumul des peines, de telles peines sont de nature dégradante et donc contraires à la dignité humaine, puisqu'elles retirent aux contrevenants toute possibilité de réinsertion sociale, ce qui présuppose de manière finale et irréversible que ces derniers ne possèdent pas la capacité de s'amender et de réintégrer la société. Autrement dit, quelqu'un qui se fait imposer des peines multiples et qui sait au moment du prononcé de sa peine qu'il va mourir en prison, qu'il n'a aucun espoir parce que la loi lui dit que tu vas finir tes jours en prison. C'est de par sa nature cruelle. On assimile ça à, par exemple, de la torture ou un châtiment corporel. Alors, c'est très fort venant de la Cour suprême, là, développé sur cette idée de une peine peut être exagérément disproportionnée d'une part, mais elle peut être, dès le départ, cruelle par sa nature. Et ici, on a considéré que c'était cruel par sa nature. On fait une analogie avec ceux aux États-Unis qui sont ce qu'on appelle on death row. Quelqu'un qui s'est fait imposer une peine de mort et qui attend dans le couloir de la mort jusqu'à temps qu'on l'exécute. C'est à peu près le même sentiment chez la personne qui se fait dire, ben, vous allez être, vous pourrez pas demander votre libération conditionnelle avant 150 ans. La personne sait dès le départ là, qu'elle n'aura aucun espoir et aucun incitatif à s'améliorer. Oui. Et dans les deux cas, américains ou canadiens, on ne sait pas quand la peine sera épuisée, quand surviendra le châtiment ultime, c'est-à-dire la fin de la vie, mais cette impossibilité d'espérer même une réinsertion, une réhabilitation, ça ajoute au caractère cruel. En même temps, Maître Payette, on a entendu dans ce débat que j'évoquais tout à l'heure, qui a été très chaud. Hein? C'est rare, d'ailleurs, qu'on ait des arrêts de la Cour suprême qui suscitent tant de débats sur la scène publique. Hein? C'est pas toutes les causes qui se retrouvent comme celle-là, et on peut comprendre pourquoi. Il y a eu des opinions exprimées qui disaient on comprend le principe, mais ça ne rend pas justice aux victimes. Et il faudrait trouver une autre façon de punir. Peut-être que le 125 ans, c'était trop dans le cas de Bissonnette, mais il faudrait quand même trouver une façon de marquer, appuyer sur le caractère particulièrement odieux des meurtres qui ont été commis là. Effectivement. Donc, lorsqu'on parle de détermination de la peine, il y a plusieurs critères qui doivent être évalués par la Cour. La réhabilitation, c'est un critère, mais aussi la responsabilisation. Il y a aussi isoler les personnes dangereuses de la société. Il y a plusieurs critères qui ne sont pas nécessairement... Il n'y a pas de hiérarchie dans les critères qui sont prévus par le Code criminel. Donc, c'est un aspect important. Ce qui est peut-être étonnant aussi, peut-être, de la décision de la Cour suprême, c'est qu'ils se sont basés sur le fait que l'espérance de vie d'un détenu est environ de 60 ans dans les centres carcéraux puis dans les pénitenciers canadiens. Or, l'espérance de vie au Canada est beaucoup plus élevée, est de 82 ans. Donc, ce qui fait en sorte qu'on base l'analyse sur la peine cruelle et inusitée sur une espérance de vie de 60 ans, alors qu'on pourrait plaider, indiquer qu'il y a plusieurs accusés qui vont commettre leur premier crime après 60 ans. Donc, est-ce que là, à ce moment-là, comment on va la décision en parle un peu, mais ça va être un peu aussi de voir comment ça va être vu dans le futur, ça. Est-ce que ça va changer certaines choses? Là, c'était établi que une période de 25 ans, c'était constitutionnel, une période pour l'admissibilité de la libération conditionnelle, c'était constitutionnel. Est-ce qu'on va pouvoir avancer des arguments à la fin contraire lorsque la personne qui commet ce crime-là est beaucoup plus âgée? Ça va être intéressant de voir comment ça va évaluer puis l'impact que ça pourra aussi avoir dans le futur. Et à l'autre bout de la fourchette, on peut se dire qu'un criminel qui commet ses meurtres à 25 ans, si on ajoute les 25 ans et qu'il passe le test de sa libération conditionnelle, il n'aura que 50 ans. Donc, certes, plusieurs diront, ça servait à quoi alors? Ce 50 ans, c'est encore un jeune homme.
Donc, d'ailleurs, dans le cas de Bissonnette était assez jeune lorsqu'il a commis ces crimes-là. Je pense que si effectivement il y avait eu cumul de 2 périodes de libération conditionnelle, il serait probablement été admissible à sa libération conditionnelle dans environ vers 70 ans. Donc, je veux dire, c'est que la Cour suprême a fait cette analyse-là, est partie d'une certaine prémisse d'un âge moyen dans les centres de détention, mais c'est pour ça que indique que c'est vraiment son analyse est faite sur les périodes d'inadmissibilité de période de 25 ans, donc pas sur autre chose, et où il laisse la voie ouverte aux législateurs de proposer autre chose, de proposer un autre amendement. Mais il se prononce sur les périodes de 25 ans et non pas sur autre chose qui avait été faite, par exemple, en première instance par le premier juge. Alors, Maître Hijazi, vous disiez tout à l'heure que cette histoire de libération conditionnelle après 25 ans avait été une espèce de compromis à l'époque pour satisfaire des éléments plus conservateurs qui ne voulaient pas que la peine de mort disparaisse. Est-ce qu'effectivement, la porte est aussi ouverte que le dit Maître Payette pour que le législateur, qui n'aime pas toujours se faire dicter sa façon de faire par la Cour suprême, mais parfois doit bien s'y plier. Il y a l'opinion publique aussi. Donc, il y a une vraie possibilité de revoir l'affaire dans une société comme la nôtre? Ça va être difficile. C'est-à-dire, alors, plusieurs choses. Le premier 25 ans ou 25 ans... Alors, prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans pour tous les crimes de meurtre, incluant les meurtres multiples. À l'époque de l'abolition, on connaissait le concept de terrorisme, on connaissait le concept de meurtre multiple. C'était pas une discussion à l'époque. Aujourd'hui, à l'époque de Bissonnette, l'idée, c'était que chaque victime a sa valeur, chaque victime devrait avoir son 25 ans, donc devrait être additionnée. C'est un peu ça l'idée. Mais ce que la Cour suprême dit dans Bissonnette, c'est que... je me suis avancé, je recule un petit peu. Alors, il y a cet élément de dénonciation intrinsèque à toutes les peines. Le 25 ans, qui est un compromis historique politique à l'époque, a été contesté par des avocats et la Cour suprême, dans les années 90, a dit que le 25 ans n'est pas cruel et inusité. Bon. Vient 2011, on adopte cet article qui permet de multiplier les 25 ans. Et là-dessus, ce que la Cour suprême dit, elle dit... alors, sur cet aspect de la dénonciation, alors effectivement, on veut dénoncer. Chaque vie a une valeur et il ne faut pas enlever la vie. On est tous d'accord là-dessus. Mais le cumul des 25 ans, ce que la Cour suprême dit, c'est que passer un certain seuil, les différents objectifs punitifs, dont la dénonciation, l'exemplarité, perdent toute valeur fonctionnelle, particulièrement lorsque la peine infligée dépasse largement l'espérance de vie humaine. Elle a uniquement pour effet de déconsidérer l'administration de la justice et de miner la confiance du public dans la rationalité et l'équité du système de justice criminelle. Ça nous ramène à ce concept de dignité. Alors, même le pire des criminels, pour le crime le plus odieux, en autant qu'il est encore en vie, a de la dignité. Et le fait de lui éliminer l'espoir de pouvoir s'améliorer un jour, ça devient cruel de par sa nature. Encore une fois, pensons à la personne qui, aux États-Unis, se fait imposer la peine de mort et qui attend 15 ans avant de se faire exécuter dans le couloir de la mort. Psychologiquement, pour la personne... Alors, le contrevenant à sa dignité humaine, est-ce qu'on peut tolérer comme société, aussi odieux fut son crime, là, qu'il repose pendant 20, 30 ans, sachant qu'il va mourir en prison? La Cour suprême touche à ça. Oui, en disant, là, on n'est pas loin de la torture. En tout cas, certainement, on franchit un pas. En même temps, est-ce que, Maître Payette, c'était peut-être pas dans l'appel, dans la requête qu'on amenait devant la Cour suprême du Canada, mais il y a un caractère moral à tout ce débat-là et à la décision, à l'arrêt qu'en arrivent les juges. Entre ce que dit le droit et l'interprétation qu'ils doivent en faire, il y a parfois cette zone-là où on leur demande de se prononcer en dehors des textes, j'allais dire, ou au moins dans l'esprit des textes, mais en dehors de ce qui est écrit. C'est pas toujours facile, ça, j'imagine, pour celles et ceux qui y siègent.
Non, en fait, c'est que les juges doivent donc juger et décider dans le cadre du droit, sauf lorsqu'il est une matière d'interpréter la charte. Alors là, à ce moment-là, ça ne sera pas simplement appliquer le texte de loi, mais ça va être donc d'interpréter la charte en lien avec ce texte de droit-là. Non, effectivement, c'est jamais facile. Et puis, ça peut évoluer avec le temps. Ce qui était acceptable il y a 35 ans ne l'est peut-être plus maintenant. Donc, ça peut certainement évoluer avec le temps. Et puis là, c'est une autre question, mais c'est sûr que le droit doit évoluer avec la société. Ça doit être, j'imagine, il doit avoir un certain lien avec les deux parce que la Cour suprême évolue trop rapidement par rapport à la société, bien ça non plus, ça fonctionne pas. Mais c'est pour ça que l'importance d'avoir ce débat-là, cette conversation-là entre le législateur, le judiciaire, et de ne pas... l'importance dans une démocratie de ne pas fermer les portes, c'est-à-dire que le juge Wagner qui rédige la décision pour la Cour indique bien que ce qu'il décide, c'est par rapport au cumul des périodes de 25 ans et non pas autre chose. Il décide également de ne pas changer le texte de loi parce que ça, pour la Cour suprême, ça serait de s'abrocher le pouvoir du législateur, de ce que le législateur doit faire. Donc, il y a quand même un respect même s'il y a une interprétation du texte de loi par rapport à la Charte, il y a aussi un respect du pouvoir et du devoir de chaque instance. Et pas mettre les pieds dans le territoire d'un gouvernement des juges. Hein? C'est souvent une chose qu'on craint, là. C'est ça, exactement. Donc, on parle souvent d'un gouvernement des juges, mais je pense que dans ce pays, on n'est absolument pas là parce que, justement, il y a certains pouvoirs et devoirs de chaque instance, mais il y a un respect aussi, puis il y a cette conversation-là qui a lieu et doit avoir lieu. Et donc, c'est ce qui est intéressant de cette décision-là. Une des choses qui est intéressante, c'est justement le premier juge dans Bissonnette avait décidé de changer le texte du loi du législateur en imposant une période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle de 40 ans pour Bissonnette. Et alors que la Cour d'appel du Québec et la Cour suprême dit non, dans ce cas-ci, ce n'était pas possible et puis on ne peut pas écrire le texte pour le législateur, ça ne nous revient pas à nous. Est-ce que l'effet pédagogique, parce qu'on parlait de dissuasion tout à l'heure et du fait qu'il faut aussi envoyer le signal que tuer, non seulement c'est inacceptable, mais on ne l'acceptera pas non plus. Mais est-ce qu'il y a eu un effet pédagogique de l'arrêt de la Cour suprême dans cette décision-ci sur l'opinion publique canadienne? Parce qu'on disait tout à l'heure, la Cour évolue en même temps que la société, puis on peut dire que des fois elle suit, elle est un peu à la traîne, des fois un petit peu en avant, plus libérale que certains dans la société. Est-ce qu'à votre avis, Maître Jazzy... C'est une bonne question, je n'ai pas de réponse à ça. C'est sûr que le sujet est extrêmement polarisant. Comme l'était le débat sur la peine de mort, j'imagine, à l'époque. Et c'est sûr que l'opinion publique n'est pas uniforme sur un sujet aussi complexe non plus. Mais sur le concept j'aimerais revenir sur quelque chose que mon ami a dit ici, sur l'interprétation des lois et l'évolution de la société. Quand j'étais étudiant à la faculté de droit, on était là ensemble d'ailleurs, une expression très belle qui m'avait marqué à l'époque et que la Cour suprême reprend dans Bissonnette, c'est que la Constitution, donc la Charte, est comme un arbre mouvant. Alors, un arbre qui grandit et les branches prennent de l'expansion. Et la Charte, c'est la même chose pour exprimer l'image que ça doit s'ajuster aux évolutions de la société. Alors, ici, fut un temps où 25 ans, en 1976, 25 ans, c'était la coche en dessous de la peine de mort. On a arbitrairement choisi une période largement supérieure à ce qui était considéré à l'époque. On parlait 15 ans, c'est ce qu'on voyait dans d'autres pays, c'est ce que les études suggéraient, mais on s'est dit non, il y a des partisans de la peine de mort. Alors, ça va être 25 ans, et la Cour suprême, dans les années 90, a dit que le 25 ans était constitutionnel. En 2011, ça a changé. On a voulu adopter une mesure qui tient compte de chaque victime et que le juge n'est pas obligé, mais peut multiplier les 25 ans. On a vu plusieurs juges se prévaloir de ce pouvoir-là et d'imposer des sanctions de 150 ans, 75 ans à différents endroits au Canada.
la Cour suprême a clarifié les choses. Il dit quelque chose d'extrêmement important. Et peu importe la position morale qu'on peut avoir sur ce que la Cour suprême dit sur la dignité, difficile de contester. Alors, on n'a pas un droit autonome. La Charte ne prévoit pas un droit autonome à la dignité. Je n'ai pas un droit à la dignité humaine. La notion de dignité humaine est à la base de tous les droits. Et c'est important que la Cour suprême le rappelle et le précise, ça. Du moment que quelqu'un reste en vie, il a une valeur intrinsèque, il a donc une dignité humaine, et c'est là-dessus que la Cour suprême focalise. Et cette image de l'arbre, effectivement, est très intéressante, et puisque un arbre, en tout cas, quand ça va bien, continue de pousser, de grandir, et chaque branche s'appuie sur la précédente, donc la jurisprudence établie par cet arrêt-là de la Cour suprême, j'imagine ça a un effet sur la façon dont on va amener les causes devant les tribunaux à l'avenir. Est-ce qu'effectivement, dans la préparation, que ce soit au DPCP ou ailleurs, on est en train de revoir ce qu'on va amener devant le tribunal à la lumière de ce qui a été décidé par ce tribunal canadien? Mais je pense que cette décision de la Cour suprême a mis l'accent sur la réhabilitation, clairement. Ça faisait déjà partie de la détermination de la peine. Mais je pense qu'il faut aussi, alors donc ça a été cité à plusieurs reprises, cette décision, donc cet arrêt de la Cour suprême en matière de peine, pas nécessairement en matière de meurtre, mais en matière de peine autre lorsqu'on parle de la réhabilitation, lorsqu'on met l'accent sur la réhabilitation. Mais je pense pas que ça doit être vu comme voulant mettre la réhabilitation comme le principe cardinal ou le plus important de la détermination de la peine. Tous les autres critères n'ont pas été invalidés et ne sont pas nécessairement moins importants. C'est que là, on parlait donc d'un cas particulier avec le cumul de certaines périodes de libération conditionnelle, mais ça ne change pas le fait que donc un des critères, c'est encore de dénoncer et de dissuader. C'est encore très important lorsqu'on parle pour élaborer une peine qui est juste et équitable. C'est encore un des critères. Donc, lorsqu'on parle de victimes, lorsqu'on parle de la société, de pouvoir dénoncer, cet aspect-là est encore très présent et cette décision-là n'a pas mis ça de côté. Au cours de notre série de balados, on a constaté qu'à plusieurs occasions, il y avait des zones, sinon d'affrontement, en tout cas de friction ou de débat possible entre ce que dit la loi et ce que doivent interpréter donc les juges de la Cour suprême, ultimement, et ce que disent ou veulent faire nos chartes canadiennes et québécoises. Et il y a des fois où on est vraiment dans une zone pas conflictuelle, mais en tout cas potentiellement confrontante, disons ça comme ça. Cette fois-ci, les tests ont été passés de façon qui respecte à la fois les chartes et puis la loi, même si la Cour dit aux législateurs, il faudrait peut-être revoir votre copie maintenant, les conditions ont changé. Donc, tout le monde s'en sort bien de ce côté-là, en tout cas. Ben, ça nous ramène à cette discussion de ce qui est un gouvernement des juges. On a une charte canadienne des droits... Comme citoyen, je valorise le fait qu'on ait une charte. Je trouve qu'il est important qu'on ait une charte dans une démocratie. Dans une démocratie, la majorité... Alors, c'est quoi une charte? Une charte, c'est une loi plus importante que les autres lois doivent respecter, et c'est une loi qui définit les éléments de base de la dignité humaine, justement, nos droits fondamentaux, ma liberté d'expression, ma liberté de conscience, ma liberté d'association. Alors, du moment qu'il y a une charte, ces droits-là sont protégés et ça protège les minorités aussi. Sinon, dans une démocratie, la majorité se protège par sa majorité. Il faut un instrument supra-important qui protège les autres. Et du moment qu'on a une charte et une séparation des pouvoirs, nécessairement, ça va venir avec un contrôle de la constitutionnalité des lois qui se fera par la magistrature qui est indépendante du pouvoir exécutif et législatif. Alors, c'est un bon exemple, un très bon exemple de l'importance de la séparation des pouvoirs et comment s'exerce le contrôle de la constitutionnalité d'une loi. C'était une loi qui était populaire. C'était une loi qui, si on fait un sondage, peut-être que la majorité des gens sont en faveur de ça. Mais une loi n'est pas là pour satisfaire l'opinion populaire. Du moment. Et la Cour suprême le dit, ça, dans Bissonnette. Ça doit respecter la charte, et ici, on est allé trop loin.
Est-ce que dans un sujet aussi clivant, Maître Payette, le fait qu'on puisse ne pas être d'accord entre citoyens, certains verront que c'était une bonne idée, d'autres pas, mais le respect qu'on doit avoir pour les décisions de la Cour et la décision collective qu'on doit faire de s'y conformer est préservé dans une affaire comme celle-ci? Bien, effectivement, lorsque la Cour suprême parle, c'est le plus haut tribunal, donc on s'y conforme effectivement. Mais ce qui est intéressant, puis ce qu'il faut savoir, puis je l'ai dit, je reviens un peu là-dessus, c'est que ça ne fait pas en sorte qu'il y a rien d'autre de possible si effectivement dans la société, il y avait vraiment un débat important et puis que pour plusieurs, c'était important que pour quelqu'un qui a commis plusieurs meurtres, la conséquence soit plus grande que pour une personne qui a commis un seul meurtre. Je pense qu'il y a encore une possibilité de revoir certaines choses. Et puis c'est ça qui est important, c'est de ne pas complètement décider pour pas que la Cour suprême, 9 juges décident tout pour la société parce que c'est impossible de le faire. Ils interprètent une charte, mais le débat, les débats entre parlementaires dans la société et des individus, il doit encore avoir lieu, il peut avoir lieu, puis ça ne ferme pas la porte à ça. Même si la Cour suprême ne nous donne pas de recette pour réformer ça. Ça, c'est effectivement intéressant dans cette décision-là, c'est que la Cour suprême va souvent donc proposer certaines choses, de proposer certains mécanismes, parce qu'on sait que dans d'autres pays, par exemple, il y a des périodes d'inhabilité à la libération conditionnelle qui sont cumulées, mais il y a des mécanismes prévus pour vérifier et puis donc il y avait des mécanismes prévus. Il y aurait la Cour suprême, cette fois-ci, a décidé de ne pas suggérer quoi que ce soit, de ne pas faire du reading in, donc de ne pas changer le texte de loi. Alors, c'est vraiment, ça serait, si le législateur voulait revoir ça, ça serait vraiment au législateur de revoir tous les mécanismes possibles ou de revoir soit le code criminel ou la loi sur les libérations conditionnelles. Ça serait un exercice à faire au niveau du législateur. Maître Maude Payette, qu'on vient d'entendre, et Maître Walid Hijazi étaient nos invités. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, avec grand plaisir.